Le serveur a murmuré: Ne buvez pas dans le verre de gauche. Mon mari insistait pour que je goûte son vin, j'ai échangé les verres. 9 minutes au tard, cette garce a payé. Poison, trahison, panique. Je détestais les fêtes d'entreprise, je les ai toujours détestées. Ces sourires forcés, ces toasts creux à la réussite de l'entreprise, ces conversations insignifiantes avec des gens que l'on voit tous les jours au bureau et à qui l'on n'a rien d'intéressant à dire en dehors des murs de la banque. Mais manquer la fête organisée pour célébrer l'accord de l'année aurait été de mauvais ton, surtout pour la directrice du département commercial de First Line, poste que j'occupais depuis 4 ans. La salle du restaurant Margaret était pleine à craquer, une soixantaine d'invités, employés de la banque, partenaires, clients, un bar ouvert à l'entrée, une table de restauration le long du mur, des serveurs qui allaient et venaient entre les tables avec des plateaux sur lesquels brillaient des verres de vin et de champagne. La musique jouait discrètement, la lumière était douce, l'ambiance festive. Je me tenais près de ma table dans une robe vert foncé que Curtis avait un jour qualifiée de ma plus belle, et j'essayais de paraître intéressée par la conversation avec le directeur marketing au sujet du nouveau logo de la banque. Curtis était assis à côté de moi, mais on aurait dit qu'il était à des kilomètres. Toute la soirée, il a regardé son téléphone, répondait par monosyllabes quand on lui adressait la parole et semblait vouloir être n'importe où ailleurs sauf ici. Je l'avais déjà remarqué à la maison lorsque nous nous préparions. Il était froid, distant, silencieux. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il a répondu: Oui, je suis juste fatigué. Je ne l'ai pas cru, mais je n'ai pas insisté. Ces derniers mois, il y avait une sorte de tension silencieuse entre Curtis et moi, comme un mur invisible que nous essayons tous les deux d'ignorer. Le vice-président de la banque, un homme d'une cinquantaine d'années, au sourire parfaitement figé et à la voix qui résonnait comme un mégaphone, a porté un toast à la réussite de l'accord. Tout le monde a levé son verre, moi aussi, mais Curtis ne m'a même pas regardé. J'ai ressenti un pincement d'irritation mêlé à autre chose, de l'inquiétude peut-être. Quelque chose n'allait pas, je le connaissais depuis 6 ans, j'étais mariée avec lui depuis autant de temps et je savais quand il mentait ou cachait quelque chose. Mon patron m'a appelé, en plein milieu de la fête. C'est urgent, m'a-t-il dit, il faut clarifier les détails du contrat avec le client. Je me suis excusée auprès de mes voisins de table et je suis allée aux toilettes. C'était plus calme là-bas, on pouvait parler. La conversation a duré 5 minutes. J'ai rapidement discuté des détails, j'ai terminé l'appel et je suis retournée dans la salle. Le couloir était vide, seul un jeune serveur se tenait loin de la sortie avec un plateau de verre vide. Il m'a remarqué, s'est soudainement approché de moi, le visage nerveux, les yeux fuyants. Je ne le connaissais pas, mais il voulait manifestement me dire quelque chose. Lorsque je suis passée devant lui, il s'est penché vers moi et m'a chuchoté si doucement que j'ai à peine compris ses mots. S'il vous plaît, ne buvez pas dans le verre de gauche sur votre table. Quelqu'un y a versé quelque chose. J'ai vu une femme blonde. Je me suis arrêtée net. Mon cœur battait à tout rompre. Le serveur s'est éloigné rapidement, comme si de rien n'était. Je me tenais au milieu du couloir, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Quelqu'un avait mis quelque chose dans mon verre, la blonde. Pourquoi? Qui? J'ai senti des frissons me parcourir le dos. Je suis retournée dans la salle en essayant de rester calme. Ma table était devant moi. Curtis était assis à sa place, tenant son téléphone dans une main et tapotant la table du doigt de l'autre. Il y avait 2 verres de vin sur la table, le mien à gauche, le sien à droite. Je m'approchai, m'assis et souris comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tout tremblait. Curtis finit par lever les yeux de son téléphone et me regarda. Enfin, trinquons à notre succès, a-t-il dit en levant son verre. Puis il a désigné le mien. Tu n'as pas encore bu, il faut rattraper les autres. Sa voix avait un ton étrange, insistant. Il ne m'avait jamais poussé à boire. Au contraire, il savait que je n'aimais pas boire beaucoup d'alcool lors d'événements officiels. Toujours lucide, toujours en contrôle. Tout de suite, répondis-je en prenant mon verre, le verre de gauche, celui dont le serveur m'avait prévenu. Curtis me regardait, attendant. Je tenais mon verre, souriante, mais mes pensées s'agitaient. Le serveur a dit de ne pas boire. Quelqu'un a ajouté quelque chose. Mais pourquoi? Et si c'est vrai, qui? Et que c'est Curtis? J'ai posé mon verre sur la table. Attendons le toast du directeur, ai-je dit avec désinvolture. Il dit toujours quelque chose avant le dessert. Curtis a froncé les sourcils. Quel toast? Ça fait déjà une demi-heure qu'on boit. Buvons simplement. J'ai pris mon verre, mais au lieu de le porter à mes lèvres, j'ai rapidement déplacé ma main, comme si je voulais le poser ailleurs pour faire de la place pour l'assiette du serveur qui passait juste à côté. À ce moment-là, j'ai discrètement échangé les verres. Mon verre gauche était devenu son verre droit est devenu mon verre gauche. Cela n'a pris qu'une seconde. Curtis ne s'en est pas aperçu, il regardait à nouveau son téléphone. J'ai levé le verre, qui était désormais le sien, et j'ai souri. Bon, allons-y, à la réussite. Nous avons trinqué, j'ai pris une petite gorgée. Le vin était normal, rien de suspect. Curtis a bu plus, presque la moitié de son verre. Je l'observais du coin de l'œil en essayant de ne pas paraître suspecte. 5 minutes se sont écoulées, les conversations à table se poursuivaient, quelqu'un racontait une anecdote, quelqu'un riait. Je n'écoutais presque pas. À l'intérieur, je paniquais, je me demandais, et si le serveur s'était trompé? Et si c'était une erreur humoristique? Ou au contraire, et si ce n'était pas le cas? Soudain, Curtis pâlit. En un instant, son visage est devenu gris, son front couvert de sueur, il s'est agrippé le ventre, les yeux écarquillés. Lydia, a-t-il murmuré d'une voix rauque, je ne me sens pas bien.
Il s'est levé brusquement, a vacillé, s'est agrippé au bord de la table. Les personnes assises à table se retournèrent. Curtis, qu'est-ce qui se passe demandai-je en me levant. Il ne répondit pas. Il se précipita vers les toilettes, mais n'eut même pas le temps d'atteindre la sortie de la salle. Il s'arrêta au milieu du passage entre les tables et vomit directement sur le sol. Les invités ont poussé des cris et se sont écartés. Curtis a vomi à nouveau, s'agrippant à la chaise de quelqu'un d'autre. Puis il est tombé à genoux, le visage rouge, en sueur, et puis quelque chose de pire s'est produit. Il a complètement perdu le contrôle de son corps. Juste là, au milieu de la salle, entouré de dizaines de personnes. Scandale Chris. Quelqu'un s'est précipité pour l'aider, d'autres se sont détournés avec dégoût. Je restais figée, regardant mon mari qui se tordait de douleur sur le sol, couvert de ses propres vomissures, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Cela aurait dû m'arriver. Cela aurait dû être moi. Les serveurs se sont précipités. Quelqu'un a appelé une ambulance, Curtis a été soulevé et emmené hors de la salle. Le directeur de la banque a essayé de calmer les invités, disant quelque chose à propos d'une intoxication alimentaire, que tout allait bien. Mais j'ai vu les visages des gens. Choc, dégoût, embarras, c'était une catastrophe. J'ai regardé autour de moi dans la salle à la recherche de quelqu'un, la blonde dont parlait le serveur, et je l'ai vue, une femme d'environ 27 ou 28 ans, mince, vêtue d'une robe bleu foncé, se tenait près de la sortie, le visage pâle, les yeux grands ouverts. Elle regardait Curtis, qu'on emmenait hors de la salle, puis elle s'est brusquement retournée et est sortie. Rapidement, presque en courant, je l'ai reconnue, Jocelyn Tremblay, la femme de Tobias Merrick, l'avocat avec lequel Curtis travaillait parfois. Je les avais vues plusieurs fois lors de soirées d'entreprise. Pourquoi était-elle là? Pourquoi s'enfuyait-elle? L'ambulance est arrivée 10 minutes plus tard. Curtis a été emmené sur une civière. Je l'ai suivi dans ma voiture. Sur le chemin de l'hôpital, je tremblais. Pas de peur pour mon mari, mais parce que je comprenais, quelqu'un voulait me ridiculiser publiquement devant tous mes collègues, partenaires et supérieurs. Quelqu'un avait versé quelque chose dans mon verre pour que je perde le contrôle et devienne la risée de tous. Mais Curtis a bu à ma place. Et maintenant, j'étais assise dans ma voiture avec une seule question qui me taraudait l'esprit. Était-il au courant? J'ai toujours eu une aversion pour les hôpitaux. Je n'aime pas l'odeur du chlore, je n'aime pas les draps blancs, même quand ils ne sont pas les vôtres. Je n'aime pas quand il y a des gens autour de moi qui ne peuvent pas m'aider, mais qui ne font que poser des questions et noter des choses sur leur formulaire. Mais maintenant, assise dans la salle d'accueil, je n'avais pas peur des médecins ni de l'inconnu, mais de la réponse. La réponse concernant Curtis, Jocelyn, moi-même. Les premières heures ont été chaotiques, les médecins s'affairaient, les infirmières entraient et sortaient en courant, prenaient de ma tension, posaient des perfusions, on ne me laissait pas rentrer dans la chambre, son état est stable, mais elle est sous perfusion, attendait dans le couloir. J'étais assise sur une chaise en plastique sous un éclairage bleu pâle. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Collègues, connaissances, directeur de la banque, même ma belle-mère. Je ne voulais entendre personne, je ne répondais à personne. Tout était flou, seule ma tête résonnait de pensées. Tout cela m'était-il destiné? Au bout d'un moment, un homme petit et trapu, aux sourcils noirs et épais, est apparu dans le hall. Il m'a immédiatement jaugé d'un regard qui ne laissait rien passer. J'ai tout de suite compris. C'était la police. Inspecteur Ryan Derris s'est-il présenté en tendant sa carte de service. Il n'y avait pas la moindre trace de sympathie dans sa voix, pas la moindre douleur pour ce qui s'était passé, seulement du travail. Il m'a demandé: que s'est-il passé à table? Avez-vous remarqué quelque chose de suspect? Qui était assis à côté de vous? J'ai répondu machinalement en essayant de me souvenir des moindres détails. Les visages, les voix, les mouvements, les regards. Au mot blonde, mes dents ont grincé toutes seules. Je me suis souvenu que Jocelyn avait immédiatement disparu de la salle. Je l'ai décrite, je me suis souvenu de sa robe, même de son parfum, vif, citronné, un peu comme celui de certaines stars adolescentes. Le détective écoutait attentivement, prenant parfois des notes. Vous dites que le serveur vous a chuchoté quelque chose. C'est là que je me suis regardée pour la première fois avec du recul, comme si cela ne m'arrivait pas à moi. Il a dit de ne pas boire dans le verre de gauche. Il a dit que quelqu'un avait ajouté quelque chose. Bon, cela semblait sortir tout droit d'un film, mais Derris a hoché la tête avec cynisme. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il entendait cela. J'aimerais parler à ce serveur, a-t-il dit calmement. Je me suis souvenu du nom inscrit sur son badge, Evan. Une demi-heure plus tard, Evan était assis dans le bureau d'à côté, l'air encore plus jeune et effrayé qu'il ne l'était à la fête. Avez-vous vu quelqu'un mettre quelque chose dans le verre? Demanda le détective. Oui, c'était une jeune femme blonde, je l'avais vue pendant le buffet, elle s'est retournée, elle était nerveuse, honnêtement j'ai pensé que c'était peut-être juste une ombre ou une blague, mais ensuite... La vidéo des caméras a tout confirmé, Jocelyn s'est approché de la table de Lydia. Elle s'est arrêtée un instant, puis a disparu dans la foule. Les techniciens ont emporté les verres au laboratoire où la présence d'un puissant laxatif, disponible uniquement sur ordonnance ou dans le cadre d'une activité professionnelle dans le domaine pharmaceutique, a été confirmée. Pendant que l'on s'affairait à rassembler les preuves, j'ai pu rendre visite à Curtis dans sa chambre. Il était allongé, pâle, épuisé, un cathéter dans la main. Je me suis assise à côté de lui et lui ai tenu silencieusement la main froide. Il n'a pas ouvert les yeux tout de suite, mais m'a immédiatement reconnue à mon odeur ou au toucher de ma main. Que voulais-tu? M'a-t-il demandé doucement sans même me regarder dans les yeux. Je suis restée silencieuse, me contentant de le regarder. Au bout d'une minute, j'ai dit: pourquoi as-tu essayé de me faire boire ce vin? Il a tremblé puis est resté longtemps silencieux. Je ne savais pas, Jocelyn a dit que c'était juste une blague. Ça devait être drôle, gênant. Il aurait été plus simple de convenir d'un divorce.
Je me suis alors sentie particulièrement mal, j'ai compris, tout avait été préparé et j'étais la victime désignée pour être détruite publiquement. Je me suis levée et je l'ai regardée froidement. Tu es tombé amoureux d'elle? Curtis est resté silencieux, puis il a simplement hoché la tête. Ça dure depuis presque un an, a-t-il murmuré. Je n'ai ni pleuré ni crié, je suis simplement sortie de la chambre. La porte s'est refermée derrière moi sans bruit, ce qui rendait la pause encore plus douloureuse. Le lendemain, le détective m'a de nouveau convoqué, il m'a dit que Jocelyn avait été arrêté pour être interrogé. Je ne connaissais son visage que par les caméras de surveillance, mais les enquêteurs m'ont dit que Jocelyn avait avoué qu'elle voulait me discréditer auprès de mes partenaires et collègues, montrer à tout le monde que je ne me contrôlais pas, que je ne convenais pas à Curtis. C'est lui à qui il avait besoin d'une femme docile et normale et non d'une carriériste ambitieuse. C'était humiliant, douloureux et terriblement mesquin. Elle a été libérée sous caution très rapidement. C'était également étrange. Quelqu'un avait agi rapidement. Le détective était irrité, je le voyais dans ses yeux. Ce genre d'affaires se règle très vite quand on a de l'argent et des relations, a-t-il dit en allumant une cigarette à la fenêtre du commissariat. Une semaine plus tard, j'ai reçu un étrange paquet de bonbons à mon travail. Cela a provoqué un petit émoi dans mon bureau. La secrétaire les avait apportés de la réception, comme si quelqu'un avait laissé un colis à mon nom sans même signer la carte. Je me sentais déjà paranoïaque et je ne mangeais plus rien qui ne venait pas de mon réfrigérateur. J'ai appelé un spécialiste de la sécurité de la banque, j'ai conseillé de donner la boîte au laboratoire et j'ai ordonné à mes collègues de ne rien en prendre. En 2 jours, les résultats de l'analyse ont fait changer l'expression du visage même du chef du service de sécurité, pourtant très calme. Les bonbons contenaient un somnifère si puissant que même 1 ou 2 bonbons auraient suffi à plonger une personne dans un sommeil médicamenteux et combiné à de l'alcool, les conséquences auraient pu être bien pires. Pour moi, cela ressemblait à une menace directe. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à craindre non seulement pour ma réputation, mais aussi pour ma vie. J'ai compris que le fiasco précédent n'avait arrêté ni Jocelyn, ni ceux qui la soutenaient. Ils jouaient le tout pour le tout et je n'étais qu'un pion. J'ai fait appel à un garde du corps privé recommandé par un ami du service de sécurité de la banque. Le garde du corps était un homme âgé, ancien marine, avec une cicatrice sur le sourcil gauche, qui n'avait cru toute sa vie qu'aux faits et à sa propre intuition. Il s'appelait Dixon et m'a immédiatement proposé un plan précis pour minimiser les risques. Installer une caméra dans mon appartement et vérifier chaque voiture garée devant l'entrée. Je rentrais chez moi tard dans la soirée lorsqu'un numéro inconnu m'a appelé. C'était une voix féminine, froide et très calme. Tu es la prochaine. Tu ferais mieux de laisser les choses telles qu'elles sont, sinon tu le regretteras. Je suis restée figée un instant près de la porte, les oreilles bourdonnantes. Le gardien était à côté, il a vu que j'étais blanche comme un linge et a immédiatement appelé le service de sécurité. Je ne savais pas ce qui m'effrayait le plus, qui c'était, ce qu'ils voulaient et jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai vu une silhouette féminine inconnue disparaître dans l'obscurité au coin de la rue. Je ne savais pas si c'était mon imagination ou si c'était quelqu'un de réel. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne savais pas où me cacher, à la police ou chercher la vérité moi-même. Mais soudain, j'ai eu le sentiment que je ne pourrais plus m'échapper aussi facilement de cette toile d'araignée. J'adorais les matins jusqu'à ce que je réalise que me réveiller avec un sentiment de peur était devenu la nouvelle norme. Au début, j'ai essayé de me montrer en société. Maquillage, café, sourires à mes collègues, automatiquement, comme tourner la clé dans la serrure. La vraie vie a commencé quand je suis rentrée chez moi après être allée à la police. Je me suis endormie pour la première fois sans pleurer, mais je me suis réveillée 2 heures plus tard, en sueur froide, avec la sensation obsédante d'une présence étrangère. C'est à partir de ce matin-là que ma paranoïa personnelle a commencé. Je voyais des personnes suspectes en veste sombre sous l'entrée de l'immeuble, j'avais l'impression qu'elles me suivaient. J'ai même commencé à relire les faits divers à la recherche du moindre indice de scénario similaire. Le détective Marc Counet m'a appelé tôt le matin, avant même que j'aie eu le temps de boire ma première gorgée de café froid. Sa voix était professionnellement sobre, mais je sentais la tension dans chacun de ses mots. Lydia, j'ai des nouvelles. Jocelyn est enceinte de Curtis. Ce ne sont pas des suppositions, il y a des factures, des analyses, des relevés de la clinique. Curtis la paie régulièrement tous les mois. L'argent est transféré en petites sommes, mais de manière régulière. Et encore une chose, une assurance vie cumulative. Curtis a signé les documents parmi d'autres à l'usine sans y prêter attention. Le bénéficiaire est leur futur enfant. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise, serrant mon téléphone contre moi, comme s'il pouvait se briser entre mes mains sous le poids de toute cette cruelle vérité. Des fragments du passé me revenaient douloureusement à l'esprit. Nos conversations avec Curtis, ses je t'aime tardifs, sa politesse distante et sa concentration uniquement sur la façon de paraître parfait aux yeux des autres. Maintenant, tout cela semblait faux, un masque derrière lequel se cachait un homme qui m'était étranger. Tu es toujours là? Marc interrompit mon vide intérieur. Oui, continue. Les documents ont été signés il y a 3 mois. Curtis n'a même pas lu les conditions. Il a simplement agité son stylo parmi une dizaine d'autres papiers, mais quelqu'un l'avait influencé, car ce point était justement essentiel. J'ai hoché la tête, même si Marc ne me voyait pas. Le sentiment de trahison n'était plus aussi vif, il était devenu une douleur de fond constante, comme une blessure chronique avec laquelle il fallait vivre tous les jours. Le soir même, alors que j'essayais de retrouver un semblant de normalité, Colina m'a appelé. Mon ancienne meilleure amie, avec qui je partageais mes secrets depuis l'école. Elle parlait naturellement, plaisantait, puis a soudainement lancé
innocemment. Dis-moi, tu cours toujours dans le parc tous les matins à 8 heures. Les voisins disent non qu'on te voit même depuis le café Morningside. Mais le jeudi, tu pars travailler plus tard. J'ai remarqué, j'ai sursauté. Je n'en avais parlé ni sur les réseaux sociaux, ni à personne d'autre. Mes joggings sont la seule sphère privée que je protège des regards indiscrets. Comment pouvait-elle connaître mon emploi du temps? Colina, tu sais bien, je ne parle de ces détails à personne, tu me surveilles. Elle s'est figée pendant une seconde, puis a ri maladroitement et a rapidement changé de sujet. Mais mon intuition était déjà en alerte. Immédiatement après la conversation, j'ai écrit à Marc: Vérifie-la, Colina, en détail. 3 heures plus tard, il m'appelait avec les résultats. Lydia, tes craintes se sont confirmées. Colina reçoit régulièrement des virements de Jocelyn. Les montants sont modestes mais fréquents, de 100 à 200 dollars par mois. Elle envoie à Jocelyn des captures d'écran de ton calendrier Instagram, des photos et te demande même des précisions sur les changements dans ton emploi du temps dans des messages privés. Tout est documenté ici. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était la vente de ce que j'avais de plus précieux, ma vie privée, ma sécurité. Je ne pouvais pas attendre. J'ai rassemblé tout ce que Marc avait trouvé, les impressions des virements, les captures d'écran des conversations, et je suis allée chez Colina avec les preuves. Elle a ouvert la porte avec une tasse de thé à la main, m'a souri chaleureusement, mais s'est immédiatement inquiétée en voyant mon expression. Lido, pourquoi es-tu si tendue? Je n'ai pas perdu de temps en préliminaire. J'ai posé les papiers sur la table. Tout ça à cause de l'argent. Tu as transmis à Jocelyn mon emploi du temps, mes itinéraires, ma vie privée. Elle est devenue pâle. Ses mains tremblaient, la tasse a failli tomber. Lido, je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. J'avais juste besoin d'argent après le divorce et elle m'a proposé, ça semblait inoffensif, juste des petits détails. Des petits détails, je me suis retenue de crier. Tu lui as transmis des informations qu'elle a utilisées pour me détruire. Grâce à toi, elle savait où j'étais, quand et avec qui. Colina s'est mise à pleurer. Je ne savais pas, elle disait qu'elle voulait simplement mieux te comprendre pour que Curtis puisse régler tout cela de manière civilisée. Je l'ai regardé longuement, en silence. J'ai répondu froidement, chaque mot comme un coup. Tu n'es plus mon ami, on ne vend pas l'amitié, jamais. Je suis partie, la laissant en larmes sur le seuil. J'ai remis toutes les preuves à Marc pour la police. Le lendemain, Colline a été convoquée pour un interrogatoire officiel en tant que témoin et complice potentiel. Mais le jeu de devancer ne faisait que s'intensifier. Dès le matin, j'ai eu le sentiment que quelqu'un surveillait constamment ma vie. Pas seulement observait, mais étudiait, analysait, cherchait mes points faibles. J'ai arrêté de manger les plats apportés au travail, j'ai arrêté d'accepter les cadeaux de mes collègues. Je me suis mise à préparer mon café moi-même, je n'ai plus utilisé le minibar du bureau. Le gardien Dixon, un homme âgé avec une cicatrice sur la joue et des yeux gris froids, était toujours là, mais mon inquiétude ne disparaissait pas. Comme pour confirmer mes craintes, à 10 heures du matin, j'ai reçu un appel étrange sur mon téléphone professionnel. Une voix masculine, polie, voire agréable. Bonjour, je souhaiterais bénéficier des services de votre banque. Je voudrais vous rencontrer pour discuter d'un prêt immobilier. Je peux être au café Tretia Villa dans 30 minutes. Cela vous convient-il? J'ai accepté, mais j'en ai immédiatement informé Dixon. Il a acquiescé. Nous y allons ensemble, sans discussion. Nous sommes arrivés en avance. Dixon était assis à la table voisine, observant attentivement tous les clients. 30 minutes se sont écoulées, puis 40. Le client ne s'est pas présenté, personne n'a appelé, personne n'a envoyé de message. C'est un piège, a dit Dixon à voix basse. Allons à la voiture, fais attention. Nous sommes sortis du café. Alors que nous approchions du parking, Dixon s'est soudainement arrêté et m'a attrapé par la main. Regarde, là près de ta voiture, une femme en veste de sport. Je regardais, une blonde en veste sombre à capuche était penchée sur ma roue arrière gauche, faisait quelque chose, puis se redressa rapidement et disparut au coin du bâtiment. Dixon prit immédiatement plusieurs photos avec son téléphone. Nous nous sommes approchés de la voiture. Il y avait des traces de graisse sur l'asphalte et de petits copeaux métalliques sous la roue. Ce n'est plus une blague, Lydia. Allons au garage, tout de suite. Au garage, mes pires craintes se sont confirmées. Le tuyau de frein avait été soigneusement sectionné. Encore quelques kilomètres et j'aurais pu perdre le contrôle de la voiture. C'était une tentative d'assassinat. Je suis immédiatement allée au commissariat. Le détective Deris m'a longuement écouté et a noté chaque détail. Êtes-vous sûr que c'est la même femme qui a provoqué l'incident lors de la fête d'entreprise? Dixon l'a photographiée. J'ai reconnu Jocelyn. Deris a hoché la tête. Nous allons l'arrêter, mais vous devez être prudente. Si elle est allée aussi loin, elle pourrait récidiver. Le soir même, Jocelyn a été arrêté pour tentative de coup et blessure volontaire. Mais dès le lendemain, son avocat a entamé la procédure de mise en liberté sous caution. Marc m'a apporté une autre nouvelle choquante. Lydia, j'ai vérifié les paiements. L'avocat de Jocelyn reçoit de l'argent du compte de Curtis. L'explication officielle est aide à une connaissance en difficulté. Mais les sommes sont considérables. Il finance délibérément sa défense. J'ai appelé Curtis, il a répondu après le troisième appel, la voix fatiguée. Que veux-tu, Lydia? Pourquoi paies-tu son avocat? Elle essaie de me tuer et tu la défends? Je ne pensais pas que c'était si grave. Je voulais juste éviter le scandale. Je voulais que tout se termine de manière civilisée par un divorce. De manière civilisée, Curtis, elle a endommagé mes freins. Ce n'est pas un scandale, c'est un crime.
Il est resté silencieux. Tu comprends que tu es complice, tu finances une personne qui tente de m'assassiner. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin, je te le jure. J'ai éteint mon téléphone. Ces mots ont définitivement brisé quelque chose en moi. Je me suis assise par terre dans mon appartement, j'ai serré mes genoux dans mes bras et j'ai répété comme une mantra: Tu n'es plus à moi, tu es un étranger. Marc m'a soutenu comme il a pu. Il m'a proposé de me reposer, de déconnecter tous mes téléphones, d'attendre quelques jours dans un hôtel sous la protection de plusieurs gardes du corps. Mais j'ai refusé. Je ne voulais pas me cacher, je voulais me battre. Au milieu de la nuit, j'ai reçu un message anonyme par email. Tu penses toujours pouvoir gagner, prépare-toi à la prochaine étape. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement fermé mon ordinateur portable et je suis restée assise dans le coin sombre de la cuisine jusqu'à l'aube, réfléchissant à chaque étape suivante. Mon état psychologique était à bout, je ne pouvais même pas faire confiance à Katia, ma voisine de palier qui m'apportait toujours des fleurs pour les fêtes. J'étais convaincue que chacun d'entre eux pouvait être corrompu, que chacun pouvait faire partie de ce jeu terrifiant. Dans la journée, le détective a obtenu de nouvelles preuves. Les caméras du parking ont montré Jocelyn debout près de ma voiture, un outil à la main, puis s'éloignant brusquement à l'arrivée de Dixon. L'expertise a confirmé la détérioration intentionnelle du système de freinage. La police l'a arrêté une deuxième fois, mais la caution était plus élevée cette fois-ci. Et encore une fois, 2 jours plus tard, l'avocat a obtenu sa libération. Et encore une fois, l'argent provenait du compte de Curtis. Je comprenais qu'il n'était pas simplement victime des circonstances. Il était un complice conscient. Non pas par peur, non pas par manipulation, mais par choix. Pendant ce temps, Colina témoignait à la police. Elle a avoué avoir transmis des informations me concernant à Jocelyn, mais a affirmé ne pas avoir compris les véritables intentions de Casal. Elle a déclaré avoir eu besoin d'argent après son divorce et n'avoir jamais pensé que l'amitié pouvait devenir une monnaie d'échange. Je ne croyais plus personne, chaque détail était une menace potentielle, chaque appel téléphonique un piège possible. Le soir, dans la cuisine, Marc m'a dit: Lydia, tu tiens encore le coup, si ce n'est pas le cas, dis-le maintenant. Je t'aiderai à partir, à te cacher, à commencer une nouvelle vie dans une autre ville. Je l'ai regardé. Non, je ne partirai pas. Si je m'enfuis maintenant, ils auront gagné. Je me battrai jusqu'au bout. Il a hoché la tête. Alors prépare-toi, parce que demain, ils passeront à l'étape suivante. Et c'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. Un numéro inconnu, une voix féminine a murmuré: Tu es la prochaine, prépare-toi. J'ai raccroché, j'ai noté cela dans mon journal et j'ai compris, la vraie guerre ne fait que commencer. L'arrestation de Curtis a été soudaine, même si je pressentais que tôt ou tard, cela arriverait. J'étais assise dans le bureau du détective lorsqu'il m'a montré les copies imprimées de la correspondance entre Curtis et Jocelyn. Des centaines de messages soigneusement documentés par l'enquête. Chaque mot était un rappel douloureux de ma naïveté. Je les ai lus les uns après les autres et chaque mot était un coup de poignard dans le cœur. Mes mains tremblaient tandis que je tournais les pages. Elle n'acceptera jamais un divorce rapide. Il faut faire quelque chose, écrivait Curtis il y a 3 mois, alors que nous déjeunions encore ensemble, rions devant une série télévisée et planifions nos vacances. Je sais comment la faire passer pour instable, la honte publique est la première étape. Cela ruinera sa réputation et l'affaiblira, répondit Jocelyn avec un froid calcul. Et si ça ne marche pas, elle est forte, elle peut résister. Alors un accident de voiture, une chute dans les escaliers, un empoisonnement. Tu hériteras de tous ces biens en tant qu'unique héritier, moi je t'aurai toi et l'enfant. Nous serons ensemble comme nous l'avons toujours rêvé. Je posai les papiers, j'avais du mal à respirer, Deris resta silencieux, me laissant le temps de digérer cette horreur. Il me versa un verre d'eau et le posa sur la table, je n'y touchai pas. Le motif est clair, demandai-je doucement en regardant par la fenêtre. Oui, les biens. Tu gagnais plus que lui, tu avais ton propre appartement avant le mariage, une voiture, des économies sur ton compte personnel. En cas de divorce, il n'aurait obtenu que la moitié de ce que vous aviez acquis ensemble, l'appartement que vous aviez acheté ensemble, la voiture, peut-être une partie des dépôts, mais pas tes biens personnels. À ta mort, tout lui serait revenu en tant que mari légitime. Plus l'assurance de ton travail, plus tes comptes bancaires. Je fermais les yeux, essayant de ne pas penser au nombre de fois où j'avais couché avec cet homme, où je lui avais fait confiance, où je lui avais confié mes secrets les plus intimes. Quand va-t-il être arrêté? Il a déjà été arrêté, il est actuellement au poste, il fait sa déposition. Tu veux le voir? Non, plus jamais. Je me suis levée, j'ai pris mon sac. Deris m'a raccompagnée jusqu'à la sortie. Lydia, tu t'en es sortie, tu as survécu, souviens-toi de ça. J'ai hoché la tête sans me retourner. L'affaire a très vite fait le tour des médias. Les médias se sont emparés de l'histoire de la directrice de banque que son mari et sa maîtresse ont tenté de tuer pour de l'argent. Mon visage est apparu à la télévision, dans les fils d'actualité, à la une des journaux. Je détestais cette attention, mais Marc m'a expliqué que la publicité me protégeait. Tant que tout le monde regarde, il est plus difficile de m'atteindre. J'ai engagé un avocat, un homme expérimenté d'une cinquantaine d'années, aux tempes grisonnantes et à l'esprit froid. Il m'a préparé pour le procès, m'a expliqué la procédure et m'a prévenu des questions que la défense pourrait me poser. Ils vont essayer de te présenter comme une femme froide et calculatrice qui a poussé son mari au désespoir. Prépare-toi à des questions salaces sur votre relation, votre vie intime, vos finances. Je suis prête, ai-je répondu, même si en réalité je n'en étais pas sûre. Le procès a commencé 2 mois plus tard. Je me suis réveillée ce matin-là avec un sentiment d'irréalité.
comme si tout cela n'arrivait pas à moi, mais à quelqu'un d'autre, et que je n'étais qu'une simple spectatrice. Je me suis habillée d'un tailleur noir strict, j'ai attaché mes cheveux en chignon et je me suis maquillée très légèrement. Je voulais avoir l'air forte, posée, inébranlable. La salle d'audience était bondée, des journalistes, des spectateurs, des curieux. J'étais assise au premier rang, sentant des dizaines de regards posés sur moi. Je ne les regardais pas, je regardais seulement devant moi, vers le siège du juge, vers les tables des accusés. Curtis était assis à la table de droite, à côté de lui se trouvait son avocat vêtu d'un costume coûteux. Il semblait plus maigre, pâle, avec des cernes sous les yeux, ses cheveux étaient coupés de manière inégale, il ne me regardait pas. Il avait les yeux baissés, les mains crispées sur la table. Jocelyn était assise à une autre table, à l'écart. Son avocate, une jeune femme aux cheveux roux, lui murmurait quelque chose à l'oreille et lui montrait des documents. Jocelyn avait l'air épuisé. Elle était pâle, avait des cernes sous les yeux et les mains tremblantes. Son ventre était légèrement arrondi, sa grossesse devenait évidente. Elle m'a jeté un regard rapide, presque effrayé, puis a immédiatement détourné les yeux. Ils ne se regardaient pas. Curtis et Jocelyn, ceux qui, il y a un mois encore, planifiaient leur avenir ensemble, étaient désormais assis comme des ennemis de part et d'autre de la salle. La juge, une femme sévère d'une soixantaine d'années, a annoncé l'ouverture de l'audience. Le procureur a commencé par exposer l'acte d'accusation. Sa voix était calme, méthodique, sans émotion. Curtis Grant et Jocelyn Tremblay sont accusés de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de meurtre et de fraude. Les preuves comprennent la correspondance, les virements bancaires, les expertises des freins endommagés de la voiture de la victime et les témoignages. Le mobile et l'appropriation des biens de la victime. Puis, la présentation des preuves a commencé. Le procureur a méthodiquement présenté chaque élément. Capture d'écran de la correspondance, relevé bancaire, photo de la voiture endommagée, certificats médicaux attestant l'empoisonnement de Curtis lors de la fête d'entreprise. Première tentative, humilier publiquement la victime en versant un puissant laxatif dans sa boisson lors d'un événement d'entreprise. La tentative a échoué car la victime a remplacé les verres. C'est Curtis Grant qui a été victime à sa place. La salle s'est agitée. Le juge a dû frapper avec son marteau. Deuxième tentative, l'envoi de bonbons empoisonnés sur le lieu de travail de la victime. Les bonbons contenaient une forte dose de somnifères. La victime ne les a pas consommés et les a transmis pour expertise. Troisième tentative, endommagement du système de freinage de la voiture de la victime. Les caméras ont filmé Jocelyn Tremblay près de la voiture. L'expertise a confirmé qu'il s'agissait d'un endommagement intentionnel. Chaque fait m'a pesé comme un fardeau. J'écoutais et je n'arrivais pas à croire que tout cela concernait ma vie. Puis les témoins ont commencé à être appelés à la barre. Le premier était Evan, le serveur de la soirée d'entreprise. Il a témoigné nerveusement, racontant avoir vu une femme blonde près de ma table versant quelque chose dans mon verre. Êtes-vous sûr qu'il s'agissait de l'accusé Jocelyn Tremblay? Oui, je l'ai reconnue grâce à sa photo. La suivante était Colina. Elle s'est dirigée vers la barre, les yeux baissés, tenant son sac à main de ses mains tremblantes. Elle semblait plus âgée que dans mes souvenirs. Son visage était gris, ses cheveux en bataille. Sous serment, elle a avoué avoir transmis des informations me concernant à Jocelyn contre de l'argent pendant plusieurs mois. Saviez-vous à quoi ces informations lui servaient? Non, je pensais que c'était simplement pour le divorce. Elle disait que Curtis voulait se séparer à l'amiable et qu'elle avait besoin de connaître l'emploi du temps de Lydia pour éviter les conflits. Avez-vous reçu de l'argent? Oui, 100 à 200 dollars par mois. Vous sentez-vous coupable? Colina s'est mise à pleurer. Oui, j'ai détruit une amitié, j'ai trahi la personne qui m'était la plus proche. Je ne me le pardonnerai jamais. Je la regardais sans émotion. Je ne ressentais ni pitié ni colère, seulement du vide. Puis ils ont appelé ma belle-mère. Elle est entrée dans la salle, la tête haute, vêtue d'un costume bordeaux coûteux, le visage impassible. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. On aurait dit qu'elle se rendait à une réception mondaine plutôt qu'à une audience. Je savais qu'elle m'avait toujours considérée comme indigne de son fils. Pas assez obéissante, pas assez docile, trop ambitieuse. Mais le fait qu'elle ait été au courant des plans du meurtre et qu'elle ait gardé le silence dépassait mon entendement. Sous serment, elle a témoigné d'une voix froide et posée. Je voulais des petits-enfants. C'est le désir naturel de toute mère. Lydia ne m'en a pas donné. Elle se concentrait sur sa carrière, pas sur sa famille. Ce n'est pas ce que j'attendais de la femme de mon fils. Saviez-vous que votre fils avait une relation avec Jocelyn Tremblay? Oui, il m'en a parlé. Saviez-vous que Jocelyn était enceinte? Oui, elle m'avait promis un petit enfant. Saviez-vous que votre fils et Jocelyn avaient des projets concernant Lydia Grant? Elle y hésita. L'avocat du procureur lui montra des copies de leurs échanges par email. Vous avez échangé des emails avec votre fils. Dans l'un d'eux, il écrit: Maman, je sais que tu me soutiens, les choses vont bientôt changer. Vous avez répondu: Fais ce qu'il faut, je suis avec toi. Vérone pâlit mais se contrôla. Je pensais qu'il s'agissait d'un divorce. Je ne connaissais pas les détails du projet. Mensonge. J'ai vu toute la correspondance dans le dossier. Elle savait. Peut-être pas tous les détails, mais elle en savait assez. Mais les preuves étaient insuffisantes pour engager des poursuites pénales. Elle n'a reçu qu'une condamnation morale de la part de la société. Quand elle est descendue de la tribune, nos regards se sont croisés. Je l'ai regardée longuement sans cligner des yeux. Elle a détourné le regard la première. Puis ce fut le tour des principaux accusés. Jocelyn a été appelée en premier. Elle s'est levée pour monter à la tribune en s'agrippant à la rampe. Elle semblait faible, épuisée. Sa voix tremblait lorsqu'elle a prêté serment. Son avocat a basé sa défense sur le fait qu'elle avait été manipulée par Curtis, qu'il avait profité de ses sentiments, lui avait promis un avenir commun et avait fait pression sur
naturel en raison de sa grossesse. Racontez à la cour comment votre relation avec Curtis Grant a commencé. Jocelyn s'est mise à pleurer. Les larmes coulaient sur ses joues, sa voix se brisait. Je l'ai rencontré au travail. Il était si seul, si malheureux. Il me disait que sa femme ne le comprenait pas, que leur mariage était une erreur. Je suis tombée amoureuse. Je le croyais. Je pensais que nous allions être ensemble. Qui a proposé le plan visant à humilier publiquement Lydia Grant? Lui, Curtis. Il a dit que si elle semblait instable, émotive, le divorce serait plus rapide. Il avait peur qu'elle le laisse sans rien. Et les tentatives d'empoisonnement, les dommages causés à la voiture, c'était aussi son idée. Il m'a fait pression, m'a dit que si je ne l'aidais pas, il me quitterait, moi et l'enfant. J'avais peur. Je ne voulais pas le faire, mais il m'a manipulée. Curtis s'est levé brusquement avant que les gardes n'aient eu le temps de réagir. Mensonge! Tout ça, ce sont des mensonges. Tu as tout planifié toi-même. Tu m'as fait chanter avec l'enfant. Tu m'as dit que si je ne t'aidais pas, tu irais voir la police et tu dirais que je t'avais violée. La salle a explosé. Des cris, du bruit. Les journalistes se sont précipités pour prendre des notes. Le juge a tapé avec son marteau pour demander le silence. Les gardes ont forcé Curtis à s'asseoir. Jocelyn criait à travers ses larmes. Je ne l'ai jamais fait chanter. Il ment, c'est lui qui m'a entraîné là-dedans. Je suis une victime. Je les regardais s'accuser mutuellement, essayer de se sauver en rejetant la faute sur leur partenaire. Ils se détruisaient l'un l'autre. Et je me moquais de savoir lequel des deux disait la vérité. Ils avaient tous deux planifié mon meurtre. Ils étaient tous deux coupables. Le procès a duré une semaine. Chaque jour, je m'asseyais dans la salle d'audience et j'écoutais ma vie être disséquée en petits morceaux. Ils discutèrent de notre mariage, de mon argent, de ma relation avec Curtis et même de notre vie intime. L'avocat de Curtis essayait de me présenter comme une carriériste froide qui avait méprisé son mari. C'était humiliant, mais je tenais bon, car je savais que la justice était de mon côté. Les expertises, les témoignages, les preuves, tout indiquait qu'il y avait eu complot. La correspondance était irréfutable. Les virements bancaires confirmaient le soutien financier de Curtis. Les caméras avaient filmé Jocelyn près de ma voiture. Les expertises médicales ont confirmé la présence de poison dans les bonbons et l'endommagement des freins. Le verdict a été rendu vendredi. La salle était bondée, j'étais assise, les mains serrées sur les genoux, respirant calmement, essayant de rester calme. La juge a lu le verdict d'un ton froid et officiel. Jocelyn Tremblay est reconnue coupable de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de meurtre et de fraude. Elle est condamnée à 9 ans d'emprisonnement. Jocelyn a caché son visage dans ses mains et s'est mise à pleurer. Curtis Grant est reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre en tant qu'organisateur et complice. Il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. Curtis n'a pas bougé. Il était resté assis, les yeux fixés sur le sol. Colline Dupré est reconnue coupable de complicité. Elle est condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Seulement une fatigue infinie. Mais le pire est arrivé après. Alors que les gardes escortaient Jocelyn hors de la salle, elle s'est soudainement courbée et a gémi. Elle est tombée à genoux, du sang sur le sol, des cris, la panique. On a appelé une ambulance. J'ai appris plus tard par Marc qu'elle avait perdu son enfant. Le stress, le surmenage, la dépression nerveuse. L'enfant pour lequel elle avait tout sacrifié, qu'elle attendait tant, pour lequel elle avait manipulé Curtis, avait disparu en un instant. Marc me l'a dit au téléphone dans la soirée. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la ville au crépuscule. Comment te sens-tu m'a-t-il demandé avec précaution. Je ne ressens rien, Marc, absolument rien. C'est une réaction normale après un tel traumatisme, donne-toi du temps. Je n'ai pas pleuré, je n'avais aucune pitié pour Jocelyn, seulement un sentiment de vide. Le détective d'Eris m'a appelé le lendemain. Lydia, tu t'en es sortie, tu as survécu, la justice a triomphé. Merci pour tout, détective. Prends soin de toi et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je suis rentrée chez moi, l'appartement me semblait étranger, je me promenais dans les pièces, touchais les objets qui se souvenaient encore de notre vie commune avec Curtis. J'avais envie de tout jeter, brûler, détruire, mais je n'en avais pas la force. Je me suis assise sur le canapé, j'ai serré mes genoux dans mes bras et j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait, teintant le ciel de tons rouge-orange. Quelque part en prison, Curtis était assis. Quelque part, à l'hôpital, Jocelyn était allongée, pleurant l'enfant qu'elle avait perdu. Colin était chez lui, en liberté conditionnelle. Vérona n'appellerait probablement plus jamais. Tout était fini. J'étais libre. Mais alors pourquoi me sentais-je si vide? 2 ans, c'est à la fois beaucoup et rien. Quand j'ai déménagé à Seattle, il me semblait que cette distance allait faire barrage entre moi et mon passé, que la géographie me sauverait des souvenirs, mais les souvenirs n'ont pas de géographie. Ils vivent à l'intérieur, dans chaque souffle, dans chaque rêve, dans chaque bruit soudain qui rappelle ce qui s'est passé. Ma nouvelle vie a commencé dans un appartement vide au 6e étage d'un petit immeuble avec vue sur la baie d'Eliott. Je l'ai loué sans négocier, j'ai simplement signé le contrat et versé un acompte de 3 mois. Peu m'importait le prix. L'essentiel était de m'éloigner de Portland, de ce qui s'était passé, des gens qui m'avaient trahi. L'appartement ne contenait que le mobilier de base, un lit, un canapé, une table, 2 chaises. Je n'ai rien acheté de superflu, je n'ai même pas accroché de tableau au mur. Les murs blancs et vides reflétaient mon état d'esprit, le vide, la purification, la tentative de repartir à zéro. Les premiers mois ont été les plus difficiles.
Je me réveillais la nuit en sueur avec l'impression que quelqu'un m'observait depuis un coin sombre de la pièce. Je vérifiais les serrures plusieurs fois avant de m'endormir, je plaçais une chaise sous la poignée de la porte et je dormais avec un couteau sous mon oreiller. Je ne pouvais pas manger au restaurant, j'avais peur d'être empoisonnée. Je n'acceptais pas les cadeaux de mes collègues, même les innocents bonbons accompagnant le café me faisaient paniquer. La psychologue à qui j'ai finalement eu recours un mois après mon déménagement était une femme d'une cinquantaine d'années, à la voix calme et au regard doux. Elle a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique et a commencé à travailler avec moi sur des techniques pour le surmonter. Lydia, ce qui vous est arrivé n'est pas simplement une trahison ou un scandale. C'est une tentative de meurtre par la personne la plus proche de vous. Votre cerveau vous protège de la seule manière qu'il connaisse en restant constamment vigilant, mais c'est épuisant. Nous devons vous réapprendre à vous sentir en sécurité. Elle m'a donné des exercices de respiration, des techniques d'ancrage. Lorsque la panique m'envahissait, je devais toucher 5 objets autour de moi et les nommer à voix haute. Cela me ramenait à la réalité. Elle m'a conseillé de tenir un journal, de coucher sur le papier toutes les émotions qui montaient en moi. J'écrivais tous les soirs. Parfois, c'était des pages de colère. Comment a-t-il pu? Comment a-t-elle osé? Pourquoi Colina m'a-t-elle trahi? Parfois, c'était en toi des pages de douleur. Je ne pourrai plus jamais faire confiance à personne. Je suis seule pour toujours. Et parfois, de rares, très rares lueurs d'espoir. Peut-être qu'un jour, je pourrai lâcher prise. Peut-être qu'un jour, je vivrai à nouveau au lieu de simplement exister. Parfois, je pleurais sur les feuilles, les larmes effacées en l'encre. Parfois, je déchirais ce que j'avais écrit en petits morceaux et je recommençais. Mais petit à petit, cela devenait plus facile, pas plus simple. La douleur ne disparaissait pas, mais il était plus facile de respirer, plus facile de se réveiller, plus facile de se regarder dans le miroir. J'ai trouvé un emploi un mois après mon déménagement. Conseillère financière dans une petite entreprise prestigieuse, Everest Finance. L'entretien s'est bien passé, mes nombreuses années d'expérience dans le secteur bancaire, mes connaissances professionnelles, les recommandations de mes anciens collègues, les rares qui m'étaient restés fidèles, parlaient d'eux-mêmes. Pourquoi avez-vous décidé de changer de ville m'a demandé le directeur, un homme âgé à la barbe grise. Je voulais prendre un nouveau départ, ai-je répondu honnêtement, mais sans entrer dans les détails. Parfois, il faut changer d'environnement pour aller de l'avant. Il a hoché la tête sans poser de questions. Peut-être lisait-il les journaux, peut-être comprenait-il simplement que chaque personne a droit à sa vie privée. Mes collègues étaient sympathiques. Ils m'invitaient à des déjeuners, à des fêtes d'entreprise, me proposèrent de partir ensemble en week-end à la montagne, mais je gardais mes distances. Je ne participais pas aux activités communes, je ne partageais pas ma vie privée, je refusais les réunions amicales après le travail, non pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, mais simplement parce que je ne pouvais pas, je ne savais pas comment faire. La confiance est quelque chose de très facile à briser, mais presque impossible à reconstruire. Curtis et moi avons divorcé par contumace. Il a signé tous les papiers depuis la prison sans objection, n'a pas demandé de rencontre, n'a pas essayé de me contacter par l'intermédiaire de ses avocats. Son avocat m'a remis une enveloppe contenant les documents et je les ai signés sans les lire en détail. Je me moquais de ce qui y était écrit. Je ne voulais qu'une seule chose, que son nom disparaisse définitivement de mes documents. Nous avons partagé nos biens de manière formelle. J'ai vendu notre appartement commun à Portland immédiatement après le procès. Je ne voulais pas y entrer, je ne voulais pas voir ces murs où nous avions vécu ensemble, où il m'embrassait tout en planifiant mon meurtre. J'ai placé l'argent de la vente sur un compte séparé et je n'y ai pas touché. Il me semblait souillé, sale. J'ai également vendu la voiture. J'en ai acheté une nouvelle, japonaise, fiable, sans aucun souvenir. Chaque fois que je prenais le volant, je pensais aux freins endommagés et à quel point j'avais été proche de la mort. J'ai rompu tous les liens avec le passé sans exception. J'ai bloqué mon ex-belle-mère sur mon téléphone après qu'elle ait essayé de m'appeler 3 fois au cours de la semaine qui a suivi le verdict. Je ne voulais pas entendre ses excuses, je ne voulais pas l'écouter expliquer son silence. Elle était au courant des plans de Curtis. Cela suffit, il n'y a pas de pardon. J'ai vu Colline une seule fois, par hasard, dans une rue de Portland où j'étais venue régler les dernières formalités juridiques. Elle m'a vue de loin, s'est arrêtée, s'est agrippée à la balustrade, a voulu dire quelque chose. Elle a ouvert la bouche, a fait un pas en avant. Je suis simplement passée devant elle, sans m'arrêter, sans me retourner. Je n'avais pas de mots pour elle et je n'en aurai jamais. Marc, mon détective, m'appelait parfois pour me demander comment j'allais. Si j'avais besoin d'aide, je répondais brièvement: tout va bien, merci de t'en soucier, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je t'appellerai. Il comprenait que je ne voulais pas parler du passé, que chacun de ces appels me rappelait ces événements. Peu à peu, les appels se sont espacés, puis ont cessé complètement. Je lui étais infiniment reconnaissante pour ce qu'il avait fait, pour m'avoir sauvé la vie. Mais je n'avais pas besoin d'un rappel constant. La vie à Seattle était lente, monotone, prévisible. Travail, maison, salle de sport, magasin, maison. Je ne sortais pas avec des hommes, je ne faisais pas de rencontres, je n'y pensais même pas. Le romantisme me semblait appartenir à une autre vie, inaccessible, étranger, mais ensuite une rencontre fortuite a changé quelque chose en moi. J'étais assise dans le café Morskapina, près du bureau, je lisais le rapport trimestriel sur ma tablette, je prenais des notes avec mon stylet, quand quelqu'un s'est approché de ma table. Lydia Grant, j'ai levé les yeux, prête à me défendre. Devant moi se tenait un jeune homme d'environ 25 ou 26 ans, vêtu d'une veste en jean et d'un jean noir avec un sac à dos sur les épaules. Des cheveux clairs, de gentils yeux marrons, un sourire hésitant. Son visage me semblait familier, mais je ne parvenais pas à me souvenir d'où. Excusez-moi, nous nous connaissons, demandai-je froidement en reculant instinctivement. Evan Silver.
J'étais serveur lors de cette fête d'entreprise. Je vous ai prévenu au sujet du verre que quelqu'un y avait versé quelque chose. Mon cœur se serra douloureusement, je me souvins immédiatement, un jeune homme en chemise blanche qui m'avait chuchoté nerveusement un avertissement, qui avait risqué son emploi pour sauver une inconnue, qui m'avait peut-être sauvé la vie. Evan, ai-je murmuré, sentant mon souffle se couper. Mon Dieu, bien sûr, excuse-moi, je ne m'attendais pas à te voir ici. Que fais-tu à Seattle? Il a souri timidement, a ajusté la sangle de son sac à dos. J'ai déménagé ici pour mes études, mais il y a 6 mois, je me suis inscrit à l'Institut culinaire. Je rêve de devenir chef cuisinier, pas simplement serveur dans des entreprises. Tu vis ici aussi. Oui, j'ai déménagé il y a 2 ans, j'ai changé de travail, j'ai commencé une nouvelle vie. Nous sommes restés silencieux, une pause particulière s'est installée entre nous, remplie de souvenirs communs de cette nuit horrible, de ce qui aurait pu arriver. Je peux m'asseoir un instant demanda-t-il prudemment en montrant une chaise libre. Si ça ne te dérange pas, bien sûr, une partie de moi voulait refuser, se protéger, se refermer, mais l'autre partie, celle qui était fatiguée de la solitude, murmura doucement: C'est Evan, il t'a aidé, ce n'est pas un ennemi. J'ai hoché la tête. Il s'est assis en face de moi, a posé prudemment, posa son sac à dos près de ses pieds et commanda un café à la serveuse. Je voulais te dire, je suis très heureux que tu ailles bien. J'ai lu des articles sur le procès dans les journaux, j'ai suivi l'affaire. Je n'arrivais pas à croire à quel point tout cela était grave. À quel point ils étaient allés loin. Merci, répondis-je doucement en serrant la tasse entre mes mains. Merci de m'avoir prévenu à l'époque. Sans toi, tout aurait pu se terminer différemment. Je te serai toujours reconnaissante. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire, répondit-il modestement, la tête baissée. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Non, rétorquai-je, pas tout le monde, tu as pris un risque. Tu aurais pu te taire, faire semblant de ne rien avoir vu. Mais tu ne t'es pas tue, et je t'en suis infiniment reconnaissante. Nous avons discuté pendant environ 1 heure, il m'a parlé de ses études, de la difficulté de concilier son travail de serveur avec ses cours et ses stages, de son projet d'ouvrir un jour son propre restaurant. Je l'écoutais, je posais parfois des questions, je parlais un peu de mon travail, mais sans entrer dans les détails personnels. C'était agréable de parler de choses ordinaires, banales, sans rapport avec la tragédie du passé. Lorsque nous nous sommes quittés à la sortie du café, il m'a demandé timidement: On pourrait se voir de temps en temps pour prendre un café, juste pour discuter. Je n'ai pas beaucoup d'amis ici, et toi, tu étais la seule personne de mon passé que je connaisse à Seattle. Et j'aime bien discuter avec toi. J'ai longtemps hésité. Une partie de moi criait: Non, ne laisse personne entrer, c'est dangereux. Mais une autre partie, plus calme, presque étouffée par la peur, murmurait: Essaie, il est gentil, il t'a sauvé, essaie de faire à nouveau confiance. D'accord, ai-je finalement dit, et je lui ai donné mon numéro. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à nous voir toutes les 2 ou 3 semaines, juste pour prendre un café dans notre café préféré, parfois pour nous promener le long du front de mer quand le temps le permettait. Evan était simple, sincère, sans arrière-pensée ni manipulation. Il ne me posait pas de questions sur le procès, n'essayait pas de me sauver ou de me corriger. Il était simplement là quand je me sentais seule, me racontait des anecdotes amusantes sur la cuisine du restaurant, me montrer des photos de ses expériences culinaires. Peu à peu, très progressivement, j'ai commencé à lui faire confiance. Pas complètement, pas sans réserve, mais j'ai commencé. Je lui ai parlé un peu plus de mon travail, de mes loisirs, de mon amour pour les courses matinales le long de l'océan. Il m'a fait part de ses rêves, de ses projets, m'a raconté son enfance dans une petite ville près de la frontière californienne, ses parents agriculteurs qui ne comprenaient pas sa passion pour la cuisine. Il n'y avait pas de romance entre nous, pas d'allusion, pas d'attente. Nous étions simplement amis, et c'était exactement ce dont j'avais besoin, une amitié pure et simple, sans sous-entendu. Un matin pluvieux de mars, alors que je rentrais de mon jogging, trempé et gelé, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe sans adresse de retour, seulement mon nom, écrit d'une écriture féminine soignée. Pas de cachet de la poste, quelqu'un l'avait déposé en main propre. Je l'ai ouvert avec appréhension, avec cette sensation familière de nœud à l'estomac. À l'intérieur, il y avait une lettre, plusieurs pages écrites à la main à l'encre bleue. J'ai regardé la signature au bas de la dernière page: Jocelyn. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Mes mains ont tremblé. J'ai failli jeter la lettre sans la lire. Mais quelque chose, la curiosité, le désir de comprendre, m'a poussé à m'asseoir sur le canapé et à déplier les feuilles. Lydia, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais pas si j'ai le droit de t'écrire. Probablement pas, mais je t'écris quand même, car sinon je ne pourrais pas continuer à vivre avec ce poids sur la conscience. Je veux m'excuser. Je sais que ce mot ne vaut rien après ce que j'ai fait. Mais je le dis quand même. Excuse-moi, excuse-moi pour la douleur que je t'ai causée. Excuse-moi d'avoir essayé de te prendre la vie. Excuse-moi pour la trahison, la manipulation, les mensonges, la perfidie. J'ai perdu mon enfant après le procès. Tu le sais sûrement. Les médecins ont dit que c'était le stress, le surmenage émotionnel. Je voulais cet enfant plus que tout au monde. Elle était ma justification, mon espoir, mon avenir, et je l'ai perdue. C'est peut-être une punition juste. Peut-être que Dieu m'a puni pour ce que je voulais te faire. Ici, en prison, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir, trop de temps. Je pense à toi tous les jours, à ta force pendant le procès, à la façon dont tu as traversé toute cette horreur sans céder.
Je te détestais quand j'ai planifié tout ça, j'étais jalouse, je voulais être à ta place, réussie, indépendante, sûre de moi, respectée. Et maintenant, je comprends. Tu as mérité tout ça par ton travail, ton intelligence, ton honnêteté. Et moi, je voulais voler ce qui t'appartenait de droit. Je ne demande pas pardon, je sais que je ne le mérite pas. Je veux simplement que tu saches que je comprends mes erreurs. Et si un jour, dans de nombreuses années, tu parviens à oublier la douleur que je t'ai causée, sache que ce sera ta victoire et non mon mérite. Vis, sois heureuse. Tu mérites tout ce qu'il y a de mieux, ce que je n'ai pas su te souhaiter auparavant. Avec respect et un profond repentir, Jocelyn. J'ai lu la lettre une fois, lentement, pensivement, puis j'ai plié les feuilles, les ai remises dans l'enveloppe et j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Je l'ai mise là, sous de vieilles factures et des documents. Je ne l'ai pas brûlée, je ne l'ai pas déchirée, je ne l'ai pas jetée, je l'ai simplement laissée là. Peut-être que je répondrai un jour, peut-être pas, peut-être que dans quelques années, je le relirai et ressentirai quelque chose de différent. Mais pour l'instant, je l'ai simplement laissé là. La vie continuait lentement mais sûrement. Le printemps à Seattle était frais, avec des pluies fréquentes et de rares éclaircies. Mais j'ai appris à aimer ce temps. La pluie effaçait le passé, rafraîchissait, permettait de respirer plus profondément. J'ai commencé à courir tous les matins le long de l'océan. C'est devenu mon nouveau rituel, ma méditation, ma façon de rester en contact avec la réalité. Je partais courir à 6 heures du matin quand la ville dormait encore, que les rues étaient vides et seules les mouettes criaient au-dessus de l'eau. Je courais le long d'Alki Beach, j'écoutais le bruit des vagues, je sentais le vent salé sur mon visage, je regardais le soleil se lever lentement à l'horizon. Pendant ces courses, je réfléchissais à mon parcours, à toute la douleur que j'avais endurée ces dernières années, à la trahison de mon mari, à la perfidie de sa maîtresse, à la vénalité de mon ami, au silence de ma belle-mère, aux tentatives de meurtre, d'empoisonnement, aux freins sabotés, au procès, au verdict, au vide qui a suivi. Mais je pensais aussi à la force, au fait que j'avais survécu. Que j'avais traversé l'enfer et que j'en étais sortie vivante, pas intacte, non, les cicatrices sont restées, profondes et douloureuses, mais vivantes, libres, et c'est déjà une victoire. La douleur est restée, elle n'a pas disparu, elle ne s'est pas dissoute dans le temps. Elle a simplement cessé de me contrôler, de déterminer chacun de mes actes, chacune de mes pensées, chacune de mes décisions. Elle fait désormais partie de moi, mais elle n'est pas tout mon être. Je suis libre, pas des souvenirs, on ne peut pas leur échapper, ils font partie de qui je suis, mais libre de la peur, libre de ne plus avoir à regarder constamment par-dessus mon épaule, libre des gens qui m'ont trahi, libre d'être moi-même. La vie continue, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas telle que je l'avais imaginée dans ma jeunesse, elle n'est pas féerique, mais c'est la mienne, la vraie, la mienne. Un matin, au début de l'été, alors que le ciel s'est enfin dégagé, je cours le long du rivage et m'arrête soudainement. Le soleil se lève sur l'océan Pacifique, colorant le ciel de tons roses et oranges incroyables. Les vagues roulent doucement sur le sable, se retirent, reviennent, un rythme éternel, inchangé depuis des millions d'années. Je me tiens debout, je regarde ce lever de soleil et soudain je ressens quelque chose d'inhabituel, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très très longtemps, quelque chose de chaud, de doux, de vivant. Je souris, sincèrement, sans contrainte, sans masque, sans protection. Je souris simplement en regardant le soleil qui se lève au-dessus de l'eau, les mouettes qui tournent au-dessus des vagues, l'immensité de l'océan devant moi. La vie continue, et moi aussi. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je le sors, c'est un message d'Evan. Salut, j'ai réussi mon examen final avec mention. Mon gâteau à la lavande a été élu meilleur gâteau du groupe. On fête ça aujourd'hui, c'est moi qui invite. Je souris encore plus largement et tape ma réponse. Bien sûr, félicitations. À 19 heures dans notre café, je serai là et je te préparerai une surprise. Mon dessert signature. Je range mon téléphone et continue à courir. Le vent dans les cheveux, le soleil sur le visage, l'océan tout près, le bruit des vagues dans les oreilles. Mon cœur bat régulièrement, ma respiration est calme, mes pensées sont claires. Je suis vivante, je suis libre, je suis moi et c'est plus que suffisant.